Aujourd'hui, une thématique qui me tient particulièrement à cœur, pitcher startup, parce que oui, c'est un sujet qui vient régulièrement. C'est passionnant d'être au service de tous ceux qui innovent, de tous ceux qui inventent. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'appliquer le pitch spécifiquement à ceux qui ont des idées. Alors, on l'a dédié plus généralement à tous ceux qui entreprennent, hein, que ce soit en entrepreneuriat, en intrapreneuriat. Avoir des idées, c'est une formidable aventure, mais c'est aussi un chemin pavé d'embûches. Je vais très rapidement vous présenter mon invité, puisque je ne vais pas être tout seul cette fois-ci. J'ai vu que une bonne moitié d'entre vous étaient là pour la première fois. Pour les autres, voilà, vous savez que j'ai régulièrement des invités. Là, je vais plus longuement partager la parole avec quelqu'un que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant, je voulais refaire le point, parce que c'est vrai que on associe facilement pitch et startup, et clairement, hein, les startups ont participé à populariser le mot. Pour elles, c'est une nécessité. Hein. Quand une startup se présente, déjà, il y a la compétition avec toutes les autres startups. Il y a la compétition avec toutes les autres entreprises qui sont aussi plus rassurantes parce qu'elles ont de la trésorerie, elles ont des fonds, elles ont souvent déjà des produits. Et qu'effectivement, il était intéressant de se dire, tiens, il faut que je développe un nouvel art pour me démarquer, pour me faire remarquer. Et c'est comme ça que le mot pitch s'est popularisé. En revanche, c'est aussi comme ça qu'il a été un peu banalisé. Et aujourd'hui, on entend que tout le monde va pitcher. Hein. Je vais pitcher mon projet, je vais pitcher mon entretien d'embauche. Et la première chose qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que pitch est devenu un synonyme de présentation. Alors non, un pitch n'est pas une présentation. Et une start-up, quand elle va voir un banquier ou un investisseur avec un ensemble de 40 slides bourrés de bullet points, non, c'est pas un pitch. Non, c'est une présentation. Si effectivement pitch, c'est juste une présentation un peu moins ringarde, bah, ça veut dire qu'on n'a rien gagné. Là, une présentation n'a aucune raison pour être ringarde et ennuyeuse. En revanche, si pitch et présentation sont la même chose, on passe à côté d'un outil qui est précieux. Avoir des idées, avoir envie de les défendre, de les mettre en œuvre, c'est une aventure qui est passionnante. Et ça veut dire qu'effectivement, à chaque fois qu'on prend la parole, on doit se préparer à partager et défendre une idée claire. Qu'on soit au sein d'un grand groupe parce qu'on porte un projet, qu'on soit porteur d'une idée disruptive qu'on veut développer dans une start-up à deux, dans un garage ou pas forcément, hein, pourquoi rester forcément dans l'image d'Épinal. Ce qui est passionnant dès qu'on se met à vouloir partager et défendre une idée, c'est qu'à chaque fois qu'on présente une idée, on change les choses. Et c'est ça qui est passionnant quand on fait quelque chose de nouveau, quand on fait quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est, voilà, on porte un chemin, on porte une ambition, on porte une intention, que quand on a une petite idée, on le mesure, on va un petit peu changer les choses. Et puis quand on a une grande idée, on va beaucoup changer les choses. Et quelque part, c'est encore plus complexe. Parce que vous l'avez sûrement déjà mesuré, je pense que vous n'êtes sûrement pas là par hasard, mais à chaque fois qu'on veut changer les choses, on se heurte à la peur du changement. Pour ceux qui ont l'habitude de nos rendez-vous là, et ont l'habitude que je rappelle que c'est pas une fatalité, c'est comme ça. La résistance au changement, c'est pas la résistance de ceux qui ne vous aiment pas, de ceux qui ne font pas l'effort de vous écouter ou pas l'effort de comprendre. La résistance au changement, c'est ce que fait naturellement notre cerveau malgré nous. Pourquoi? Parce que par défaut, notre cerveau aime maîtriser son environnement et on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'essayer de maîtriser le territoire sur lequel il travaille, d'essayer de le maîtriser et de le maintenir de façon à savoir et avoir la conviction que oui, ce territoire, il le connaît, il le maîtrise. Et changer les choses, c'est prendre le risque de bousculer ce territoire. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a a priori pas envie qu'on lui bouscule ses habitudes. Et pourtant, c'est la réalité de tous les entrepreneurs. À chaque fois que vous allez avoir une idée et que vous allez aller voir un investisseur, un partenaire, un client ou votre patron, vous allez en général avoir quelqu'un comme ça qui vous accueille et quelqu'un qui veut vite savoir où vous voulez en venir. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que depuis l'école, je pense en particulier en France, j'ai vu que c'était connecté ici des gens hors de France, donc ce sera intéressant dans les questions de voir si c'est culturel. Mais en France, on a l'habitude de démontrer, d'essayer de prouver qu'on a raison. Sauf que si à un moment donné, face à quelqu'un qui a priori est résistant,
Si vous faites une démonstration, si vous essayez de prouver que vous avez raison, bah, vous allez vous tromper tout seul. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'essayer de faire une démonstration à quelqu'un qui n'a pas envie de vous écouter. Si pour une raison ou pour une autre, les gens n'ont pas envie, ont peur ou se méfient, leur faire la meilleure démonstration du monde ne sert strictement à rien. Et que si pour d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas clair, les gens en face de vous ne se diront pas « Oh mince, le projet est un petit peu compliqué, les pauvres, je vais leur laisser une chance pour que ce soit plus clair. » Non. Si, dans les premières secondes, votre projet n'est pas clair, les gens considéreront que l'idée n'est pas bonne. Et les idées qui ne sont pas claires, elles finissent là. Ah, je vais aller un petit peu vite dans mes slides. Le death by PowerPoint. Encore une fois, voilà une blague qui me faisait beaucoup rire et qui me fait toujours sourire, mais finalement de moins en moins. Parce que concrètement, le death by PowerPoint, c'est le cimetière de toutes les idées qui n'ont jamais vu le jour, juste parce qu'on n'était pas suffisamment prêt quand on a eu l'opportunité d'aller les présenter. C'est encore une fois la raison d'être de The Presenters, pas pour raconter des jolies histoires, pas pour faire le spectacle, mais pour défendre la cause de vos idées. Parce que oui, c'est sûrement injuste, mais une très bonne idée moyennement présentée ne prendra jamais le pas sur une idée moyenne très bien présentée. Et oui, les idées ont besoin d'être parfaitement présentées pour aboutir. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a développé depuis 7 ans et on alimente depuis 7 ans une méthode qui permet de construire et structurer son propos et qui se distingue en 4 étapes. La première étape qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui, c'est le pitch. Comment, en particulier chez les entrepreneurs et en particulier les start-upers, tous ceux qui ont envie d'entreprendre, comment on développe le super pouvoir d'être clair en toutes circonstances. Ça, évidemment, c'est que le début de l'aventure, puisque le Hub Story est aussi là pour vous aider à structurer votre propos dans le cadre d'une histoire. Donc, comment, plutôt que d'essayer d'avoir raison et de convaincre les gens, comment je leur donne envie de jouer un rôle dans mon histoire, comment ensuite, avec le story design, j'apprends à mettre en scène mes présentations, et comment, avec le leadership, je me prépare à incarner le changement que mon idée va générer. Et aujourd'hui, ce matin en particulier, on va s'intéresser plus spécifiquement au pitch. Et le pitch répond à une question qui est incontournable à chaque fois qu'on a une idée et qu'on veut la porter. Et cette question, c'est quoi l'idée? C'est la première question fondamentale à laquelle vous devriez avoir une idée. On intervient de plus en plus avec nos outils en innovation. Le jour où vous avez une idée, vous vous levez le matin, avant même de faire des dessins et des plans, essayez de la rendre désirable. Pourquoi? Parce que rendre cette idée désirable va vous obliger à confronter votre idée à la réalité. Ça va vous forcer effectivement même à trouver des originalités, à développer votre idée, à essayer d'affiner le problème que vous allez résoudre avec, à essayer d'affiner les fonctionnalités que vous allez proposer. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est quoi l'idée? C'est la première question qu'on va vous poser. Et c'est à ce moment-là que les gens vont juger ce que vous avez à dire. Parce qu'effectivement, je vais vous dire quelque chose d'un peu brutalement, mais les gens en face de vous s'en foutent de vos idées. Personne ne s'intéresse à vos idées. Les gens qui vous écoutent s'intéressent à ce que vos idées vont changer pour eux. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça que la réponse à la question « c'est quoi l'idée » est fondamentale. C'est exactement pour cette raison qu'un pitch n'est pas un résumé. Un pitch n'est jamais un résumé. Oui, un pitch, on l'active parce qu'il faut répondre dans un temps très court à « c'est quoi l'idée ». Mais si vous faites un résumé de votre projet, un résumé de votre idée ou de votre entreprise, vous prenez le risque de donner le sentiment à ceux qui vous écoutent qu'ils ont compris votre projet. Et s'ils ont le sentiment d'avoir compris, ils ne vous demanderont pas plus d'informations. Or, on sait tous concrètement qu'en 2 minutes dans un couloir, vous ne pouvez pas expliquer toutes les particularités de votre projet. Le but du pitch, c'est de créer les conditions pour prolonger la conversation. Donc non, un pitch n'est pas un résumé. Un pitch n'est pas non plus un argumentaire de vente. Si vous essayez de vendre quelque chose à quelqu'un, vous allez l'épuiser dès le début. Pour une raison simple, un jour un client nous a dit « les gens détestent qu'on leur vende quelque chose ». Et pourtant, ils adorent acheter. Et c'est ça toute la nuance du pitch. Le pitch, il n'est pas là pour vendre. Il est là pour donner envie d'acheter. Et quand je dis ça, je ne fais pas que jouer sur les mots et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Le pitch, c'est la bande-annonce de votre idée. C'est la définition la plus courte qu'on ait trouvée en 7 ans d'application du Hub Story, la bande-annonce de votre idée. Tout ce que vous allez dire avant de commencer d'argumenter et qui va donner envie aux gens qui vous écoutent de suivre la suite du projet, d'en savoir plus, de s'intéresser, de participer et de jouer un rôle. On voit tous, malheureusement, le cinéma nous manque. Je pense que le streaming ne suffit pas.
Et on a tous vu des bandes annonces au cinéma. Et on adore la bande annonce qui nous donne envie d'aller voir le film. Et quelque part, qu'est-ce qu'on déteste? On déteste la bande annonce où on a l'impression d'avoir déjà tout vu. La bande annonce où on se dit bon, qu'est-ce que je vais découvrir de plus en 1h30 ou 2 heures de film, hein? La pire bande annonce, c'est celle qui nous donne le sentiment d'avoir déjà vu le film. Et du coup, effectivement, dégainer en toutes circonstances la bande-annonce de votre idée, c'est quelque chose qui est essentiel dans un exercice qui est particulier, que beaucoup de gens ignorent et les autres qui connaissent en ont peur. C'est le fameux elevator pitch, hein. Ce mythe qui date des années 90, hein, où les entrepreneurs attendaient en bas des tours d'investisseurs que le CEO se glisse dans l'ascenseur et de se dire tiens, ça y est, hop, je me glisse avec et j'ai quelques secondes pour vendre mon projet. Et c'est là où elle est l'erreur, hein. Si encore une fois, vous faites de l'exercice du pitch un exercice qui est destiné à vendre, vous vous trompez d'objectif. Parce que la réalité, c'est que personne n'achète rien dans l'ascenseur. On ne vous signera pas de chèque dans l'ascenseur. En revanche, le but de l'exercice, c'est quoi? Quand les portes s'ouvrent, c'est « ça m'intéresse, prenez rendez-vous avec mon secrétariat ». C'est ça le pitch, hein. Le pitch, c'est la réponse à c'est quoi l'idée? C'est la bande-annonce de votre idée qui donne envie d'en savoir plus. Pour rendre tout ça concret, je voulais avoir quelqu'un à mes côtés et dans quelques secondes, je vais accueillir quelqu'un qui me fait vraiment le plaisir de participer à ce webinaire, qui en plus a accepté d'être là tout du long. C'est Fabien Rayola qui est en train de se connecter. Merci beaucoup Fabien d'être là. Tu as une particularité, c'est que tu es le cofondateur d'Icart Technologies et il faut que j'arrive à rendre concret Icart Technologies. Icart Technologies, c'est une aventure qui a démarré, pour moi en tout cas, quand je vous ai découvert il y a 4-5 ans, avec Jérémy Néroux, ton associé, vous étiez tous les deux dans un canapé parce que vous faisiez partie, votre projet avait été sélectionné par l'incubateur et accélérateur de la French IoT porté par DocaPost, par Vanessa Chocteau, par Victoria Pagnon, que je salue, évidemment. Et puis, vous aviez une idée. Vous aviez une idée. Si moi, je joue un peu au jeu du pitch d'Icart Technologies, si tu me permets, hein, c'est de se dire quelque part, je vais m'adresser à tous ceux qui un jour ont eu peur de perdre leur clé de maison, leur clé de voiture, à tous ceux qui se sont dit mince, oui, ma carte bleue, et qui se sont rendus compte que des petits objets du quotidien peuvent vous gâcher la vie. Eh bien, avec Jérémy et en créant Icart Technologies, Fabien a décidé de mettre un peu de sérénité dans nos vies en mettant certains objets du quotidien qui sont les plus précieux de nos vies, en les mettant au bout de nos doigts, hein. Et leur idée, c'est précisément cette bague que j'ai avec moi qui s'appelle Eclisse et qui me permet de payer, qui me permet très prochainement de prendre le métro et qui me permet encore plein d'autres choses. Donc, c'est une aventure hallucinante. Je sais que avec Jérémy, Fabien, vous êtes inspirant pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est pour ça que je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation. Du coup, je te donne un peu la parole. Le pitch, ça sert à quoi pour toi? Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Merci pour cette introduction flatteuse, pour le moins. Le pitch, tu l'as très bien résumé, le pitch, c'est vraiment faire en sorte d'entraîner les gens avec soi. Et le pitch nous a tout le temps servi. Quand l'idée est apparue au tout début, où c'est Jérémy qui a eu la première idée de se dire, c'est une situation cocasse, il était à la plage, il a perdu ses clés de voiture et il s'est dit comment je peux faire pour avoir tout le temps mes clés avec moi. Donc il m'en a parlé, on a travaillé sur plusieurs choses, on a fait des essais, on a vu ce qui marchait un peu moins, et on s'est posé à la fin sur une bague connectée qui remplacerait le portefeuille et le porte-clés. Donc cette bague, elle permet de payer, de remplacer les clés de voiture, de démarrer ma voiture, de rentrer chez moi, de prendre les transports et de remplacer tous les petits objets du quotidien qui nous sont essentiels. Point barre. Et on a dû tout le temps pitcher, présenter le projet pour le confronter à la réalité, voir un peu ce qui plaisait moins, s'il était viable au final. Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux types de personnes en face de nous. Il y avait les oui mais et les d'accord alors. Alors, les oui mais, c'est les personnes qui vont te dire ah, tu veux faire une bague? Oui, mais c'est compliqué. Ah oui, mais il faut payer. Ah oui, mais t'es pas une banque. Ah oui, mais comment tu fais ça? Ah mais non, mais c'est pas possible. Ah oui, mais t'as le téléphone. Ah oui, mais j'ai déjà la carte bancaire. Ah mais j'ai déjà de l'espèce. Ah oui, mais. Et tu as les d'accord alors, qui sont d'accord, donc tu veux faire des paiements. Ok, donc il faut faire attention au niveau des certifications. Il faut que tu prennes contact avec les entités qui gèrent ça. Tu vas peut-être avoir des soucis par rapport aux normes européennes sur la réglementation pour les données, par rapport aux normes sur les paiements. Il faut faire attention à ça.
Et en fait, quand on vend une idée, on vend un changement. Alors, quand on présente une idée, on présente un changement. Et le changement, ça allait du point A au point B. Tous les 8 mai, et on se reconnaît parce qu'on est tous comme ça quelque part, on est tous comme ça. Le 8 mai, il va te présenter tous les écueils qui t'empêchent d'aller de ce point A vers ce point B, en te disant oui mais ça non, oui mais ça, oui mais ça, oui mais ça. Et au final, c'est hyper démoralisant. Et les d'accord alors, ce sont eux qui vont te dire ah d'accord, donc pour contourner le premier écueil, il faut faire comme ça, le deuxième, il faut faire comme ci, etc., etc., etc. Malheureusement, en termes de proportion, on est à peu près à 90% de oui mais et 10% d'accord alors. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et nous, on a été amenés au tout début de l'idée à pitcher le projet. On a remporté un des concours organisés par la Poste où on a pu rencontrer Sébastien et ses équipes qui nous ont formés au pitch et Dieu sait qu'il y en avait besoin. Et on a notamment été invité au CES 2017 à Las Vegas et au retour du CES, on a levé dans les 6 mois la somme de 2,5 millions d'euros, principalement sur la base d'un pitch fait convenablement. Voilà. Et encore, ça, c'est que le début de l'aventure. Tu as commencé par dire le but du pitch, c'est d'embarquer les gens. Évidemment, je souscris. Mais moi, je sais en particulier que vous avez réussi à embarquer quelqu'un d'important, quelqu'un que beaucoup de gens rêvent d'embarquer, qui a une grande part aujourd'hui dans le projet qui est le vôtre. Et cette personne que vous avez réussi à embarquer, c'est Philippe Starck. J'essaie péniblement de passer mes slides. Voilà. Comment vous l'avez pitché? Comment ça s'est passé? Oh, c'est le maître mot, c'est la résilience. C'est se dire, on sait qu'on l'aura jamais, mais on va quand même tenter, en fait. Et quand on a réfléchi au concept de la bague, on s'est dit, pour que la bague se vende, il faut qu'elle soit mignonne. Donc, qui dit mignonne dit automatiquement signature. Donc, on a démarché plusieurs designers et le principal était Starck. Les autres designers, ça ne s'est pas forcément fait pour des raisons X ou Y, peu importe. Et Starck, on a mis 6 mois à lui parler. Mais en 6 mois, c'est pas on a envoyé un mail, on a attendu 6 mois qu'il réponde. C'est on a envoyé un mail, toutes les semaines, on relançait. On avait un rappel sur l'agenda pour toutes les semaines. Le mardi à 11h, renvoyer un mail au studio Starck à Paris, de manière à faire en sorte qu'on soit fixé, que ce soit oui ou non, mais juste qu'on ait une réponse. Et jusqu'à un beau jour où on reçoit un mail de quelqu'un de son cabinet qui nous dit Monsieur Starck est en déplacement au salon du design à Milan, on lui en parle quand il revient. Alors, ce mail, on l'a reçu en avril, on avait commencé à démarcher en novembre, pour pouvoir mesurer un peu la temporalité quand même. Hein. C'est juste pour dire, on va en parler à Starck. Les mecs, ils vont nous dire, bon, on a tellement marre d'eux, ils ont celui sans mail, c'est bon, on va lui en parler. Moi, il nous dit non, et on n'en parle plus. Et donc, 15 jours se passent, on relance, forcément, et on se rend compte que c'est la femme de Starck qui nous écrit, qui nous dit, écoutez, Starck, votre idée lui plaît. Quand est-ce que vous êtes disponible pour un entretien téléphonique? Et c'est là qu'on se rend compte que l'importance, Sébastien a parfaitement raison dans ce qu'il dit, on n'a pas dit à Starck qu'on fait une bague connectée, il faut faire ci. On l'a dit, on va changer le monde sur ces points, est-ce que ça t'intéresse? Parce que Starck, quand on l'a eu au téléphone, il ne nous a pas dit, oui, je signe, oui, j'investis, oui, je vous donne accès à mon réseau, je vous dessine tout. Non. On a juste gagné du temps. Et le pitch, c'est quelque chose qui va vous permettre d'acheter du temps. Voilà. Vous partez du principe qu'une personne, au jour le jour, elle a... on le voit avec les emails qu'on reçoit tous les jours. Un email, c'est quoi? On lit l'objet. On a une demi-seconde. Est-ce que, pour juger si c'est pertinent ou pas? Hop, l'objet est peut-être intéressant. On clique, on gagne 10 secondes de lecture. Donc, la personne qui a envoyé l'email, parce que l'objet était sympa, elle a gagné 10 secondes de lecture. Si le mail est bien tourné, ou ce sera passé à quelqu'un d'intéressant, ou ce sera poursuivi encore un peu plus. Et c'est vraiment ces phrases d'accroche qui sont hyper importantes pour donner envie d'en savoir plus. Et c'est ce qui s'est passé avec Starck. Et aujourd'hui, nous, on a la chance de compter Starck comme actionnaire au sein de l'entreprise. Et il n'a pas juste dessiné la bague. Aujourd'hui, Philippe Starck, c'est le directeur artistique de l'entreprise. Donc, tout ce qui sort de chez moi est validé par Philippe Starck. Génial. Surtout que alors depuis, tout est devenu très, très, très concret avec une vraie accélération, puisque peut-être certains d'entre vous ont vu maintenant certaines de ces publicités dans la rue. J'imagine que là, c'est le moment où ça devient très concret. Vous avez dû pitcher plein d'autres mondes pour en arriver là. Vous en êtes où maintenant concrètement? Oui, après, on a fait des pitchs qui sont très bien passés, d'autres beaucoup moins bien. Ça, c'est la vie de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le produit est en vente depuis le 7 septembre. C'est ça, le 7 septembre. Et on a très, très bien marché pour le Black Friday, très bien marché pour Noël. On est très content. On travaille sur les améliorations de demain du produit. Et tous ces sacrifices, tous ces beaux et ces mauvais moments, parce que oui, il avait même pas que l'entrepreneur.
quand on est un porteur de projet, pour faire beaucoup plus généraliste, que ce soit dans un grand groupe, il y a toujours des moments où on aura des coups de mou, on va prendre de mauvaises nouvelles et on va se dire oh, j'ai pas envie, ah non, mais encore ça, mais ah purée, mais la direction financière qui n'a pas validé mon budget, ah mais non. Et la force du porteur de projet, c'est vraiment dans la résilience, la capacité à se dire je baisse jamais les bras. Sachant que le projet peut tout le temps être mis en question, que tu as tout le temps besoin de faire 2-3 petits pivots, de changer quelque chose pour le rendre encore plus sexy, encore plus désirable, pour qu'on lui accorde de l'attention, du temps, de l'argent jusqu'à la mise en place réelle. Et on a eu des nuits blanches, je les compte même plus, on a des cheveux blancs, on a eu des crises de nerfs, on a eu des cheveux qui ont commencé un petit peu à se faire la balle. Mais aussi, à côté de ça, on a eu des super nouvelles, on a eu des moments de joie extraordinaires. Et aujourd'hui, au stade où on en est, on a plus d'une quinzaine d'employés qui travaillent pour Icar Technologies, qui sont tous basés à Ajaccio en Corse. On a levé près de 8 millions d'euros. Et en partenaire, j'ai Mastercard, j'ai Visa, j'ai Hermès, j'ai LVMH, j'ai toutes les banques françaises, j'ai plein de banques en Europe. Je travaille avec des distributeurs, je travaille avec Darty, je travaille avec Boulanger, parce qu'on n'a jamais baissé les bras. Voilà. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas aussi bien que ce qu'on voudrait être, on y reviendra plus tard. Mais c'est le fait de se dire que même quand ça ne va pas, même quand on est au plus mal, on ne baisse pas les bras et on lâche rien. Parce que l'idée, c'est vraiment d'amener l'idée, de rendre l'idée et le projet réel. Top. Évidemment, tout ce que tu dis est très inspirant et très important pour tous ceux qui portent des projets et qui tous les jours voient face à eux des portes qui se ferment et puis de devoir en permanence essayer de les ouvrir, coincer le pied dedans. Ce que je te propose maintenant, Fabien, c'est de rentrer un peu plus dans le concret. Donc, je vais me permettre d'introduire le sujet de comment appliquer concrètement la méthode de pitch, notamment pour les porteurs de projets. Et Fabien, je t'inviterai à revenir pour donner quelques conseils concrets sur la méthode. À tout de suite. Donc, concrètement, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était en particulier dédier le pitch, et en particulier le pitch au sein de la méthode Upstory, à tous ceux qui sont des porteurs de projets. Fabien l'a évoqué, intrapreneur, entrepreneur, même combat. Il faut réussir à embarquer des gens qui, a priori, n'ont pas forcément besoin de notre idée au début, voire ont d'autres projets eux aussi. Et c'est important d'avoir une méthodologie. Alors là, je prends tout de suite une précaution. Je parle méthode, je ne vous montrerai, je fais cette précaution à chaque fois, évidemment pas tout. La méthode Upstory, vous comprenez que c'est notre outil de travail. En revanche, toujours depuis le début qu'on fait ces webinaires, l'objectif est de vous donner que des conseils concrets qui vont vous aider à avancer. Donc, toute la méthode n'est pas affichée. Mais l'objectif est de vous donner de quoi être avancé de manière opérationnelle et concrète quand même. Et pour avancer de manière la plus opérationnelle possible, d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir un plan. Pitcher de manière efficace, c'est se préparer à avoir 3 temps dans sa communication. Le premier d'entre eux, évidemment, il est de clarifier l'idée. Et comme je vous le disais en introduction, les gens ne s'intéressant pas à votre idée, mais à ce que votre idée va changer pour eux, ça veut dire que pour rendre votre idée désirable, vous devez rendre la promesse de changement de votre idée désirable. Faire une promesse, c'est s'engager. On ne s'engage jamais autant auprès de quelqu'un que quand on dit « je te promets, je vais le faire ». D'autant plus quand on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Quand vous n'avez que 2 ou 3 minutes dans un couloir, dans un ascenseur ou sur un trottoir dans la rue avant de prendre un Uber ou un taxi, vous ne pouvez pas expliquer toute votre idée. Vous ne pouvez que vous concentrer sur l'idéal de votre idée et de la promesse de changement qu'elle porte. En revanche, quelqu'un dans l'équipe, je ne sais plus si c'est Mégane et Cécile, il faut absolument que je source d'où vient cette phrase que j'adore et que je répète tout le temps. On ne fait pas une promesse à quelqu'un qui ne vous écoute pas. C'était traduit par quelqu'un dans l'équipe par « on ne fait pas une demande en mariage à quelqu'un qui est en train de terminer un texto ». On ne peut pas commencer un pitch par sa promesse de changement. On commence un pitch une fois qu'on a réussi à capter l'intérêt de ceux qui nous écoutent. Et donc, avant de répondre à quelle est ma promesse de changement, il faut réussir à répondre à une question qui est hautement stratégique. Qu'est-ce qui empêche là où les personnes qui m'écoutent de dormir la nuit? Et c'est comme ça que vous aurez leur attention et leur intérêt plein et entier et que vous pourrez mettre en valeur votre promesse. Et puis toujours, même quand on n'a que quelques minutes, on a toujours quelques secondes pour conclure, pour insister sur qu'est-ce qu'on gagne à avancer et à faire un bout de chemin ensemble. Ce que je vous propose, c'est maintenant de rentrer concrètement dans le détail de ces 3 étapes et de vous donner quelques conseils qu'on a pu donner dans les incubateurs, avec des start-upers, avec des dirigeants de jeunes entreprises et des porteurs de projets pour rendre concret tous ces ingrédients
et vous aider à construire un pitch qui fait gagner. La première étape, je viens de le dire, c'est capter l'intérêt. Vous le savez comme moi, aujourd'hui, c'est très compliqué de capter l'attention des gens. On a tous des téléphones, des notifications, des mails, je le prends, il vibre, évidemment, je le cache immédiatement. Et pourtant, donc oui, c'est compliqué de capter l'attention des gens, j'allais dire, mais pourtant, l'attention n'est pas le sujet. L'attention de quelqu'un, c'est quelque chose de très facile à capter. Notre cerveau, il faut savoir que notre cerveau regarde ce qui bouge et qui fait du bruit. Donc, on bouge, on fait du bruit et on chope l'attention des gens. Le seul problème, c'est qu'on perd l'attention tout aussi vite. C'est pour ça que l'objectif n'est pas de capter l'attention. L'objectif, c'est de capter l'intérêt. Donc, avoir une phrase d'accroche ne suffit pas. Capter l'intérêt, ça revient à formuler ce qu'Andrew Stanton, un des scénaristes de Pixar, le papa de Toy Story, de Nemo, donc quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en storytelling, et effectivement, capter l'intérêt, c'est créer les conditions où on répond à une vraie envie et un vrai besoin du public. Et cette envie du public, Andrew Stanton la résume en 3 mots. Make me care. C'est ça que veulent les gens en face de nous. Quand on va s'adresser à quelqu'un, parce que tiens, dans une soirée, on se dit tiens, cette personne peut réaliser mes rêves ou pas. Quand on va aborder quelqu'un, c'est normal d'avoir la boule au ventre, d'être un peu impressionné, de ne pas trop savoir comment s'y prendre. Et puis on se dit mince, je vais déranger, je vais ennuyer, ça va pas plaire, je vais me ridiculiser. En face de vous, personne ne se dit oh chouette, quelqu'un de nouveau, je vais bien me faire chier. Personne ne se dit ça. Tout le monde a l'espoir quand on rencontre quelqu'un de nouveau qu'on va découvrir quelque chose qu'on n'attendait pas et que ça va être passionnant. Make me care. Par défaut, l'ensemble des gens à qui on peut potentiellement s'adresser, et nous aussi, on ne demande qu'une chose, c'est d'avoir quelqu'un qui nous donne envie de nous intéresser. C'est d'avoir quelqu'un qui nous donne envie de prendre soin des choses. Et c'est ces conditions-là qu'il faut aller mettre en place pour capter durablement l'intérêt. Le maître mot d'une introduction, d'un pitch comme d'une présentation d'ailleurs, c'est start strong. La plupart du temps, j'entends des gens qui se présenteraient comme j'aurais pu le faire d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis le cofondateur de The Presenters. Avant ça, j'étais metteur en scène de théâtre. Depuis The Presenters, c'est devenu une entreprise qui s'est développée. Et je vais vous donner des chiffres clés, je vais vous donner mon chiffre d'affaires, je vais vous donner le nombre de collaborateurs. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous impressionner. Je vais essayer de vous crédibiliser. Le seul problème pendant que je fais ça, c'est que je suis en train de parler de moi. Et pendant ce temps-là, j'ai quelqu'un qui avait juste envie, en face, que je parle de lui. C'est ça le Start Strong. Captez l'écoute des gens qui sont en face de vous. Prenez l'habitude de parler d'eux, de leur donner envie de prendre soin du sujet que vous allez aborder. Et pour ça, la première chose que vous devez formuler avec votre pitch, c'est quel est le vrai problème qui justifie que vous vous parliez. Qu'est-ce qui empêche votre public de dormir la nuit? Cette question peut être prise comme quelque chose d'extrêmement manipulatoire. Sauf si, sincèrement, vous avez identifié que vous pouviez résoudre le problème de quelqu'un. Que si cette personne ne résout pas ce problème, elle prend un risque. En quoi c'est manipulatoire d'aller dire, vous savez quoi, je crois que j'ai trouvé une idée qui va pouvoir vous aider d'aller plus loin, d'aller plus vite, qui peut vous aider, qui peut vous sortir de quelque chose qui vous gêne aujourd'hui, quelque chose qui vous entrave. En quoi c'est un problème? En quoi c'est un manipulatoire? Et plus vous allez vous mettre d'accord sur un problème, plus vous allez pouvoir présenter votre idée comme une solution à ce problème. Et là, vous aurez capté l'intérêt. Donc, le meilleur moyen de capter l'intérêt de quelqu'un, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Vous vous présenterez plus tard. En plus, se présenter dès le début, ça sert à quoi? Les gens ne sont pas encore complètement en train de vous écouter. Vous commencez à parler dans la tête. On a déjà, c'est qui ça? Pourquoi il me parle? Résultat, j'ai pas entendu votre nom, j'ai pas entendu le nom de votre boîte. Attendez pour vous présenter, que vous puissiez vous présenter comme une solution au problème de ceux qui vous écoutent. Et ce qui est passionnant, une fois que vous avez formulé un problème, c'est que derrière, vous allez pouvoir mettre de l'enjeu. Et oui, parce que des problèmes, on en a tous. Mais ce qu'on a besoin, quand on présente un projet à quelqu'un, c'est qu'il se mobilise pour apporter une solution à ce problème. Et ce qui est fascinant avec un cerveau humain, c'est qu'il n'y a que 2 manières de mobiliser quelqu'un. Soit vous allez insister sur le risque de perdre quelque chose, soit vous allez insister sur l'opportunité de gagner quelque chose. Ce sont les 2 seuls moteurs que l'on a. Et sachez comme ça, encore une fois, sans être trop manipulatoire, qu'on est davantage mobilisé par le risque de perdre
que par l'opportunité de gagner. J'espère que c'est bien dans ce sens-là, je ne sais jamais dans quel sens on est projeté. Cette introduction, elle va vous permettre d'entrer le plus rapidement dans le vif du sujet. Elle va permettre à ceux qui sont en face de vous d'oublier qu'ils sont en train de vous écouter, d'oublier que vous êtes potentiellement en train de vendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont projetés dans « oui, ce dont me parle cette personne me concerne et oui, j'ai envie que ça change ». Et de formuler ces deux ingrédients, c'est la meilleure manière d'installer votre crédibilité. Beaucoup plus puissant que de parler de votre diplôme, de votre parcours. Parce que maintenant que vous avez capté l'intérêt, oui, vous êtes prêt à créer le désir. Oui, vous êtes prêt à dire, écoutez, si ce problème, c'est le vôtre, je crois que c'est important qu'on se parle. Je m'appelle Sébastien Bernard et c'est pour ça que j'ai créé The Presenters. Se présenter au moment où on a capté l'intérêt autour d'un problème qu'on peut résoudre, c'est le meilleur moment. Donc, arrêtez de vous présenter au milieu, au début, faites-le au milieu. En revanche, il faut quand même prendre soin de comment je rends désirable mon idée. Une anecdote rapide, j'intervenais dans un incubateur avec Megan, qui nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an maintenant. On était chez The Box, qui est l'incubateur qui a mis en place la CMA-CGM. Et quand on arrive un peu en avance, et puis un premier start-upper arrive, un deuxième, ils commencent à parler entre eux. Évidemment, de quoi parlent des start-uppers de start-up? Et l'un dit à l'autre, et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, le premier pitch sa start-up. Et d'un seul coup, l'autre lui répond, je crois, ce qu'on peut répondre de pire, un start-upper, tu me diras Fabien tout à l'heure. Il lui répond, ah ouais, génial, je connais quelqu'un qui fait comme toi. Et à partir de là, donc, la personne, évidemment, connaissait ce concurrent et a commencé à dire, ah oui, oui, je les connais, mais on ne fait pas vraiment pareil. Et d'un seul coup, on a quelqu'un qui a essayé de se justifier pour faire quoi? Pour essayer de retirer l'idée préconçue que la personne avait en face de lui. Et effectivement, on a des idées préconçues. Quand vous formulez votre promesse, si vous êtes tout de suite trop concret, les gens vont vous mettre bien au chaud dans une case, pensant qu'ils ont compris ce que vous faites. Et vous aurez un mal fou à sortir de cette case. Du coup, il faut empêcher ça à tout prix. Et quand vous formulez votre promesse, encore plus quand votre idée est innovante, il faut réussir à créer un territoire dans le cerveau de l'autre, une case qui n'existait pas, une case qui est réservée pour votre idée. Et ça, pour ça, il faut mettre vos convictions avant votre solution. Il y a un des fondateurs des sciences cognitives qui l'a dit beaucoup mieux que moi, c'est Antonio Damasio, qui a résumé des années de recherche par cette phrase. Les émotions choisissent et la raison justifie. Arrêtez de vouloir démontrer que votre idée est bonne et que vous avez raison. Arrêtez de vouloir vous concentrer sur les possibilités technologiques de votre idée. Ce n'est pas la raison qui choisit, ce sont les émotions. Ce qu'a montré les sciences cognitives, c'est que quand on met un cerveau dans une IRM fonctionnelle, on voit que les émotions sont au cœur de l'ensemble de nos décisions. La raison ne s'active que dans un deuxième temps pour justifier une décision qu'on a déjà prise. Donc, il faut d'abord créer l'envie. Et c'est une fois qu'on a créé l'envie qu'on va pouvoir argumenter. Il y a un magnifique auteur qui a formulé ça d'une manière magnifique. Donc, je le redis, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais j'adore cette phrase. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui écrit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. D'abord, créez le désir de votre idée. Après, vous aurez tout le loisir d'être concret. Pitcher, c'est obtenir un « oui, j'ai envie ». C'est ce qui va donner envie d'écouter la suite. C'est ce qui va donner envie d'écouter vos arguments pour justifier l'envie qui est déjà née chez moi, d'en savoir plus sur vous. Et accessoirement, de vous accompagner et de faire un bout de chemin avec vous. Quand j'expliquais ça un jour en formation, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, mais enfin, ça va, on ne sauve pas des vies quand même. » La personne qui m'a dit ça était assureur. Mais ouais. Et je lui ai dit « Ah bon? Mais en tant qu'assureur, on ne sauve pas des vies. On ne sauve pas des projets, on ne sauve pas des familles, on ne sauve pas des maisons, on ne sauve pas des entreprises. » Et là, il m'a dit « Ah oui. Et oui, n'oubliez pas à quel point ce que vous faites n'est pas banal. Donnez du sens à ce que vous faites. Quand on se donne pour mission de rendre désirables ces idées, on les rend désirables pour soi d'abord. Et c'est cette aventure qui est fondamentale. Alors, pour rendre ça concret, c'est Simon Sinek, consultant en marketing américain, un Start with Why que beaucoup d'entre vous connaissent, que je ne présente pas. En revanche, peu ont vu cette vidéo que j'ai perdue entre-temps, donc je vous raconte. Un jour, il est dans un congrès international et un de ses amis lui dit « Je peux te présenter le patron de General Electric ».
Alors qu'il lui dit, bah oui, banco, on y va. Hein. Et Simon Sinek explique que quand la personne lui dit qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie, s'il répond je suis consultant en marketing, c'est foutu. Comme je l'ai dit, l'autre en face, il sait très bien ce que c'est un consultant en marketing, il sait très bien ce qu'il va chercher à lui vendre, et du coup, il ne pourra plus sortir des a priori que la personne a en face. Du coup, il ne dit pas je suis consultant en marketing. Simon Sinek explique qu'il dit mon métier, c'est d'inspirer ceux qui ont besoin d'inspirer leurs équipes. Vous avez besoin d'inspirer vos équipes. Et à partir de là, la discussion peut commencer. À partir de là, Simon Sinek peut enchaîner en disant j'arrive à faire ça grâce à une méthode que j'ai conçue qui s'appelle le Golden Circle et que je mets en place avec mes équipes sous forme de conseils et de formation. Et on le résume en une phrase forte. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Ça vous dit qu'on en parle? Et là, ça fonctionne. Quand Guillaume Gibault pitch le slip français au début, oui, c'est un start-upper, mais enfin concrètement, ils vendent des slips. Comment aller voir quelqu'un qui va vous donner de l'argent, quelqu'un qui va vous faire confiance, un partenaire potentiel, et qui va vous dire, en disant, oui, j'ai envie de faire une boîte qui vend des slips. Il ne dit pas ça. Il dit, on a une envie, c'est de changer le monde, en réinventant la mode et l'industrie du textile ici en France. Et on le fait en faisant le pari du 100% français. Et tout ça s'exprime sur Internet et en magasin par une gamme de sous-vêtements pour hommes et pour femmes. Vous voulez changer le monde? Commencez par changer de slip. L'ensemble de tous ces conseils, les convictions avant les solutions, et c'est une occasion de vous rappeler qu'il faut mettre un ordre quand on formule une promesse de changement. En revanche, effectivement, quand on est en particulier porteur de projet, il y a quelques écueils qu'il faut éviter et c'est là où je vais inviter Fabien à me rejoindre parce que quand on a préparé ce rendez-vous la semaine dernière, on est d'accord pour dire qu'il faut simplifier son propos. Nous, on appelle ça simplifier pour amplifier. Et Fabien, tu m'expliquais que c'était une étape qui était fondamentale dans la prise de conscience que vous avez eue, et en particulier quand vous avez eu à construire votre premier pitch. Alors, j'ai plusieurs anecdotes pour illustrer ton propos. La première anecdote, c'est quand on a fait le premier pitch justement auprès de la French IoT, donc avec l'incubateur de la Poste, qu'on était coaché par Sébastien Bernard. Et c'est mon associé Jérémy Nérou, du coup, qui part pitcher le projet. Et dans l'idée, on a essayé de condenser, quand on a rédigé notre pitch, on a essayé de condenser en 3 minutes le maximum d'informations techniques autour du produit pour le crédibiliser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, on a perdu tout le monde. Mais tout le monde, tout le monde, ils ont écouté 15 secondes, puis ils ont fait « j'ai pas compris ». Et on a parlé dans le vide pendant 3 minutes. Parce que c'était beaucoup trop compliqué, parce que c'était des termes qui ne parlaient pas forcément à tout le monde, qui n'étaient pas simples, on ne comprenait plus où est-ce qu'on voulait aller, comment on comptait emmener les gens jusqu'à cette nouvelle idée, et qu'est-ce qu'on comptait faire au final. Et même qu'est-ce qu'était le produit, à quoi il servait, aucune idée. Et les autres anecdotes, c'est Stark, quand il a dessiné la bague. Alors quand on l'a rencontré, on lui a présenté la bague à l'époque telle qu'elle était, donc c'était un cercle noir standard, vous l'avez vu précédemment. Et quand on lui a présenté les modèles, et on lui a dit voilà, nous ce qu'on voudrait faire, c'est ça, 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 il a dit d'accord. Il a pris les plans, il a tout déchiré, il a dit je m'en occupe. Et au final, il a travaillé pendant 2 mois et demi, et il est revenu vers nous, il nous a dit voilà, en gros, j'ai essayé d'être le plus minimaliste possible. La bague, elle est très compliquée. C'est un usage qui est tout nouveau. Ça va changer beaucoup de choses. Et l'intérêt, c'est de rendre ça le plus simple possible. Donc, j'ai pris la racine carrée de la racine carrée de la racine carrée de la racine carrée de la racine carrée du produit. Et quand je suis arrivé à un stade où je ne pouvais plus rien retirer, j'ai considéré que j'avais le produit parfait. Et on se rend compte que c'est hyper important. Quand on forme nos équipes au pitch, on leur dit il faut que quand toi tu présentes ce que tu fais, il faut qu'un enfant de 8 ans soit capable de le comprendre. Et c'est hyper challengeant parce qu'on a beau travailler dans des systèmes hyper complexes, dans des structures, sur des logiciels, des choses qui sont... C'est du chinois, concrètement, c'est du chinois. Quelqu'un qui n'est pas informé, on ne comprend rien. Mais l'exercice, quand on arrive à le simplifier au maximum, l'idée, elle est simple. Et ça rejoint une autre anecdote. Je me demande même si ce n'était pas Sébastien qui nous en avait parlé, où on nous disait, quand vous parlez à quelqu'un, nous, par rapport aux bagues, on a dû souvent parler avec les différentes caisses régionales de chaque banque. Je prends l'exemple du Crédit Agricole, parce que je les aime bien, où on a essayé de faire du démarchage sur LinkedIn, par téléphone, un peu au bluff, en faisant jouer des réseaux, etc., etc. Et on est souvent tombé sur la secrétaire, le ou la secrétaire. Et en fait, c'est elle qui décide si le projet il monte vers le décideur ou pas. C'est personne d'autre, c'est que elle. Donc c'est hyper important déjà d'être agréable au téléphone avec elle, de pas lui dire ouais, peut me passer. Bah non. Ah, tu fais quoi toi? Tes chocolats, c'est tout. Donc d'être hyper agréable avec elle, de socialiser un petit peu,
de faire en sorte que ça devienne votre pote, concrètement, d'une copine, voilà, et qu'elle puisse comprendre parfaitement les enjeux du projet. Parce qu'elle va dire au décideur, ah oui, j'ai parlé à quelqu'un, je voulais t'envoyer un document, bon, je suis pas trop compris, mais ça m'a l'air pas mal. Ouais, il y a quand même le j'ai pas trop compris. Ou si on lui dit, si elle arrive à dire, purée, on a moyen de changer, on avait eu un souci par rapport à cette espèce de ces clientèles, ces types de clients-là qu'on n'avait pas réussi à convaincre, et pas réussi à changer de carte, pas souscrire à nos offres de prêt, etc. J'ai peut-être trouvé quelqu'un qui a une solution pour faire en sorte que ça passe mieux. L'idée, elle est pas mal, je viens de voir le go téléphone, je pense que tu devrais y aller. Les chances, elles augmentent drastiquement de se faire écouter par cette personne-là. Et c'est juste parce que le texte est simple et parce qu'en 35 secondes au téléphone, on a réussi à faire comprendre à l'Hermès, au transmetteur du message, la valeur, les résultats attendus et ce que ça allait changer et apporter aux décideurs. Parce qu'on a très rarement la possibilité de parler directement aux décideurs. Et quand on parle aux décideurs, le timing est tellement short que c'est très, 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 très compliqué. Donc, à moins d'appliquer de manière parfaite tout ce qu'on a appris sur le pitch, il faut faire en sorte que les intermédiaires puissent parfaitement retranscrire l'idée et qu'elles comprennent le sens que ça va apporter pour les décideurs, mais aussi pour elles. Parce que plus ça va changer leur vie et améliorer leur vie à elles, plus elles seront motrices pour ce projet-là, ces personnes. On se met à la place, c'est très psychologique, mais on se met à la place de la secrétaire. C'est elle qui apporte une idée qui potentiellement peut être géniale pour la banque. Elle est contente parce que c'est elle qui apporte une idée et ça rentre dans le cliché, mais c'est pas elle qui va juste faire aujourd'hui, elle n'aura pas fait que des photocopies et que amener le café ou faire des briefings de réunion. Donc c'est important de vraiment entraîner les gens avec soi et faire en sorte que chaque partie qui va retransmettre le message, elle soit le plus claire possible, on ne pourra jamais être impeccable, le plus clair possible dans le message, les valeurs, les changements et les promesses qu'il apporte. Il y a quelque chose qui aide fortement à ce que tu es en train de dire, c'est le réflexe de montrer. Et ça, c'est quelque chose dont je me rappelle parce que vous avez eu ce réflexe-là très tôt. Hein. Quand je vous ai connu, vous sortiez tout juste de l'école, donc j'imagine que l'idée était très récente. Hein. Toi, d'école de commerce et puis Jérémy d'école d'ingénieur, si je me souviens bien. Et vous aviez déjà un petit anneau en plastique. Hop, je le montre rapidement parce que c'était… Voilà, je suis abandonné un peu par mes slides. Vous aviez le réflexe de montrer. Et je sais que beaucoup n'osent pas le faire parce qu'évidemment, on montre un truc qui ne marche pas, on montre on pourrait légitimement avoir un peu honte de montrer un truc qui n'est pas prêt. Et pourtant, vous aviez ce réflexe-là qui est une excellente pratique. Est-ce que tu peux revenir sur ce réflexe, s'il te plaît? Alors, je vais raconter à travers des anecdotes. Encore une fois, quand on a travaillé sur la bague, on a vite compris, en dépit de notre premier pitch qui était clairement nul, un nullissime, néantissime, qui frôlait le zéro absolu, sur le fait qu'il fallait que les gens puissent imaginer, visualiser le concept. Et le cerveau humain est fait de telle manière que quand on parle d'un concept, d'une idée, si on arrive à la transposer par quelque chose qui est physique, que les gens peuvent toucher ou qu'ils peuvent visualiser très facilement dans leur tête, on arrive à associer ce complexe à cet imaginaire-là. Et ce concept, cet imaginaire-là, pardon. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on s'est dit, on va se pointer avec une bague. Il n'y a rien, il n'y a pas de techno, c'est de l'impression 3D, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est pas beau, c'est joli. On va quand même se pointer pour que les gens comprennent. Et ce qui fait que quand le pitch est un peu pertinent, quand on comprend bien les valeurs, quand on comprend bien l'idée, le fait d'associer avec quelque chose qui est montrable, pas forcément jugé montrable par nous, mais qui est montrable dans l'absolu, on arrive à transposer cette idée, ces valeurs, vers le produit. Et quand le produit va réapparaître autour d'une conversation, dans un repas ou dans n'importe quelle situation de vie quotidienne, hop, on va refaire apparaître dans l'idée de la personne qui en a parlé tout le concept et tout ce qu'on a voulu dire. Et c'est ça qui est hyper important. Une autre anecdote sur le sujet, on était au CES 2020 cette année, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des présentations, il n'y avait que des PowerPoint. Et on a fait un peu le stand de l'Eureka Park de toutes les startups, c'était nul. C'était franchement nul et décevant parce que tout le monde est devant son écran et parlait. Mais j'ai juste envie d'être… Moi, quand je vais voir le CES à Las Vegas sur les innovations, j'ai envie d'être waouh, émerveillé. Je veux voir des robots, je veux voir des drones, je veux voir des trucs qui sortent de l'ordinaire. Je veux changer mon quotidien. Et Sébastien a raison. Je veux être émerveillé, vraiment. Et quand on voit quelqu'un qui parle devant une présentation, putain, je vais tous les lundis matin, tous les mardis matin, tous les mercredis matin au bureau. C'est pas ça qui m'intéresse en vie. C'est pas comme ça que j'avance. Et du coup, c'était décevant. Mais c'est comme ça parce que les gens n'ont pas forcément appliqué les bonnes méthodes. Et pour venir sur le produit un peu moche qu'on avait, il y a une nuance à comprendre. Votre produit, à chaque fois que vous allez le présenter, pour vous, il ne sera pas fini. Vous allez avoir honte vraiment de ce produit
Parce que en interne, on sait toujours ce qu'on peut améliorer. La bague, elle est sur le marché. Elle est 100% made in France. Les finitions sont très bien faites. Il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de sécurité. Ça n'a pas de batterie, c'est étanche, c'est génial. Mais moi, je le trouve flingué, mon produit. Moi, je le trouve flingué parce que je sais ce qu'il y a dans la version 2, je sais ce qu'on est en train de travailler qui vont sortir dans 12 mois, dans 24 mois. Et je me dis, mais c'est même pas possible. C'est nul. Franchement, c'est nul. Mais sauf que c'est mon point de vue parce que je suis au courant de la roadmap. Parce que je sais sur quoi on travaille, je sais ce qu'on va développer, comment on va pouvoir l'améliorer. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur, qui ne connaît pas ces tenants et ces aboutissants, lui, il va voir le projet, il va dire « Oh, c'est génial, mais c'est trop bien !» Parce que lui, il voit à son niveau. Et il n'y a pas les mêmes repères de perception entre vous qui êtes porteur du projet, donc qui visualisez bien tout ce que vous pouvez apporter plus tard, et le client potentiel, le partenaire potentiel, l'investisseur potentiel, ou le décideur qui va appuyer votre idée, qui voit juste ça, bon, ah ouais, trop bien, putain, déjà ce que tu as fait, c'est bien. Toi, tu dis, arrête, c'est claqué au sol. La bague qu'on amène, franchement, j'en ai honte de la bague que tu montres, j'en ai honte. Ça t'a pris la 3D, il n'y avait rien, il n'y a pas de techno, c'était que, mais juste pour visualiser. Et quand on a gagné un concours en 2016 aussi, en 2017 qui est organisé par le ministère de l'Éducation nationale, c'est Najat Vallaud-Belkacem à l'époque qui le présentait, et elle a dit un truc très très fort qui appuie complètement nos propos, en fait, notre expérience, notre vécu depuis. Elle nous a dit, quand vous sortez un produit, vous devez toujours en avoir honte. Et si quand vous le sortez, vous en êtes fier, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais en pratique, vous verrez que c'est tout le temps le cas. C'est super important de rappeler ça, Fabien. Merci. C'est une mise en pratique concrète du done is better than perfect. Et parfois, on oublie. Hein. Le but, c'est quoi? C'est pas de se dire si c'est pas terrible, c'est pas grave. Non. L'idée est de se dire il ne faut jamais oublier que mon objectif, c'est que mon projet existe et que si vous attendez qu'il soit parfait, c'est-à-dire que comme vient de le dire Fabien, vous allez attendre qu'il y ait telle fonctionnalité, vous allez attendre qu'il y ait tel design et votre produit ne sortira jamais. Donc, je comprends ce que tu dis. On est animé, nous aussi, par beaucoup de projets et qu'on a un temps d'avance comme ça. On a toujours envie que ça aille plus vite. En revanche, Fabien, je te le redirai tout à l'heure, moi, je n'oublie pas une chose, c'est que mon primeur et ma boulangère n'ont qu'une envie, c'est que la bague tombe de mon doigt pour me la piquer. Donc, eux, il y a une chose qui est sûre, c'est que comme moi, ils n'ont pas honte. Je vais maintenant, effectivement, parler d'un troisième moment qui est super important. On a parlé de créer le désir de formuler ce qu'empêche le public de dormir la nuit, de formuler la promesse de changement. Et il y a un autre temps qui est important, c'est, hop, encore une fois, j'ai la présentation qui me fait quelques difficultés, mais c'est pas grave, je vais attendre qu'ils reviennent. Il est important de garder un temps pour la conclusion. L'autre question, effectivement, qui était importante, c'était concrètement, qu'est-ce qu'on gagne à travailler ensemble? Et même si vous n'avez que quelques minutes, il faut effectivement montrer dans les dernières secondes, dire, vous savez quoi, je vous ai volé 2 minutes, je pense que c'est bien assez. Parce que ce que je pense qui est important, comme l'a dit Fabien, c'est qu'on achète du temps ensemble. Parce qu'on a besoin de se parler pour que je vous explique tout ce que mon idée va pouvoir changer. En attendant, qu'est-ce qu'on y gagne? Et d'avoir ce moment où vous allez pouvoir insister sur l'ensemble des avantages que l'on a à travailler ensemble. La pire des conclusions, c'est le voilà. Le voilà, vous savez, qu'on dit parce qu'on ne sait plus quoi dire, parce qu'on n'a pas prévu de phrase de fin, et qui nous amène dans une posture où on attend que l'autre en face, l'interlocuteur, nous juge, nous dit si c'est bien ou si c'est pas bien, nous dit s'il nous suit ou s'il ne nous suit pas. Ne vous mettez jamais dans cette posture. Les gens acceptent de vous suivre, génial. Les gens n'ont pas envie de vous suivre, génial. Qu'est-ce qui n'est pas passé? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Comment vous pouvez enrichir votre pitch et votre idée? Et c'est comme ça que vous serez dans une posture de leader. Le moment de la conclusion, c'est le moment où vous ne doutez pas, c'est le moment où vous projetez les gens qui vous écoutent dans le futur en disant très rapidement, on va avoir ça avec mes partenaires, on va avoir ça avec nos investisseurs, on va avoir ça pour nos clients. Et surtout, au-delà de tous ces bénéfices, on a envie que vous nous rejoigniez. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Finissez toujours votre pitch par une opportunité pour ceux qui sont en face de vous rejoindre. Il faut qu'il y ait une suite à cette aventure. Si vous voulez obtenir la coopération de ceux qui vous écoutent, il faut les projeter dans un futur où ils peuvent jouer un rôle avec vous. Un bon pitch, mais comme une bonne présentation, ne se termine jamais par the end, mais toujours par to be continued. À suivre. C'est quoi le prochain épisode? Et je voulais insister là-dessus, en particulier dans l'univers et l'écosystème des startups, où effectivement,
On ressent le besoin de se démarquer, de montrer qu'on est fort, de montrer qu'on a déjà des ressources. Et j'ai vu beaucoup de jeunes entreprises, pour essayer de se crédibiliser, de montrer qu'ils sont forts, d'oublier de montrer qu'ils avaient aussi besoin d'aide. Parce que quand on assiste à un concours de start-up et qu'on voit une magnifique idée portée par quelqu'un qui dit bah là on est dans tel train, on va à telle vitesse, on a tel type d'investisseur, on a réussi à faire ça et réussi à faire ça, bah moi en tant que partenaire ou investisseur potentiel, qu'est-ce que je me dis? Bah je me dis génial, mais trop tard. J'aurais aimé les rencontrer il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, quand j'aurais pu jouer un rôle avec eux. Et ben j'ai hâte d'en trouver une autre. Donc non, ne générez pas le trop tard. Racontez tout ce qui vous manque, racontez tout ce que vous avez encore envie de faire et mettez-vous en quête et annoncez que vous cherchez des gens pour vous aider. Et là, vous aurez le réflexe de laisser une porte ouverte. Alors, un autre réflexe, parce qu'on arrive à la fin sur les derniers conseils en termes de pitch, et je vais inviter Fabien à revenir avec moi puisque c'est quelque chose qu'on évoquait quand on était ensemble. Ça, c'est un conseil que j'avais entendu, que je trouve très pertinent, un conseil d'investisseur qui disait « N'oubliez pas que vous êtes une équipe ». Souvent, on laisse pitcher quelqu'un des associés qui est particulièrement à l'aise à l'oral. Donc oui, on a quelqu'un qui est peut-être une fusée au pitch, mais si les autres ne sont pas clairs avec l'idée, on prend des risques. Parce que ce qui va intéresser un investisseur, c'est pas d'avoir le sentiment qu'il n'y a qu'une personne qui porte le truc, mais que tout le monde est ambassadeur du projet. C'est ça qui sera rassurant. Et quand on parlait de ça, tu me racontais une anecdote, Fabien. Oui, j'ai un de mes employés qui était développeur back-end, c'est lui qui s'occupait de toute la partie, toute la base de données, tous les API, les trucs, bon, le truc un peu technique où je comprends pas trop, mais bref, c'était important pour nous. Et dans sa vie hors professionnelle, il s'est séparé de sa copine. Donc crise de larmes, tristesse, pleurs, pourquoi elle m'a quitté, bref, le truc habituel. Et un soir où je sens qu'il n'était vraiment pas bien au travail, je l'appelle et je lui dis, regarde, j'ai mon petit frère qui joue au tennis, viens, on va aller se boire un coup en le regardant, ça te changera un petit peu les idées. Donc, on va au club de tennis et je lui dis, va te prendre une bière et je lui donne ma bague. Je lui dis, va te prendre une bière, va t'amuser un peu et commande ta bière avec la bague. Et donc, c'est quelqu'un qui développe des applications en interne. Donc, lui, le produit, il n'y comprend rien. Il n'a pas forcément vu vraiment la bague. Enfin, on lui a montré, mais c'était assez abstrait pour lui. Et on s'est rendu compte de l'erreur énorme qu'on avait fait par rapport à ça quand il a voulu payer et il ne savait absolument pas comment s'y prendre pour servir de la bague. Et là, je me suis dit, en fait, le gars, ça fait 1 an qu'il travaille avec nous. Il ne sait même pas comment fonctionne le produit qu'on vend. Alors, et Dieu sait qu'on a galéré à le travailler, etc. Mais il ne sait même pas comment ça marche. Et en fait, je ne me suis pas dit, c'est lui qui ne s'intéresse pas. Je me suis dit que nous, dans notre approche managériale, on n'a pas du tout été bon. Parce que il ne sait pas comment ça fonctionne, il ne sait pas le faire. Et on se met dans des situations où potentiellement, je ne sais pas, j'ai un de mes techniciens, ceux qui sont le moins amenés à présenter le produit, un de mes techniciens qui va au supermarché, qui paye avec sa bague. Il y a quelqu'un dans la caisse qui peut être intéressant pour la boîte, qui dit oh, c'est trop bien, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais ça? Si le gars il ne sait pas vendre l'idée, ben, c'est mort, c'est juste mort. L'opportunité elle est perdue, l'investissement elle est perdu, le partenariat, le client, tout est foutu. Et on s'est rappelé des excellents cours qu'on avait pu faire avec du coaching qu'on avait avec Sébastien et ses équipes. Et on a décidé de les faire venir en Corse pour nous former, nous et notre startup, sur justement le pitch. Et ça a été hyper utile. Il y a eu vraiment un avant, un après, dans le sens où on a été beaucoup plus à l'aise avec le fait de démarcher les gens, le fait de faire en sorte que tous les gens de l'équipe aient à peu près un niveau acceptable, pour pas dire excellent, mais qu'ils soient très à l'aise avec cette idée-là. Et quand si jamais une situation se présente, ben, qu'ils ne soient pas complètement tétanisés, pas paniqués, sans tremblant, bégayant, je sais pas, de la bague, bon, je fais ça, je sais pas, mais voilà, le discours n'est pas clair, le discours est confus. Et de leur donner un peu les moyens de se mettre à niveau. Mais pas que. Parce que le pitch, c'est aussi un exercice, c'est comme pour tout. C'est comme pour le sport, c'est comme pour la forme physique. C'est quelque chose qui se travaille, qui doit être travaillé régulièrement. On a tendance, nous, à se reposer un peu sur nos lauriers. Une fois qu'on a été formé pour le pitch, on le maîtrise dans notre tête, donc on se dit bah c'est bon, tranquille, ça va. Et on a eu à peu près 6 mois de confinement où toutes les activités ont été ralenties. On a repris des discussions avec les partenaires ou les investisseurs il y a peu. Le premier pitch que j'ai refait, j'y suis allé en détente, j'y suis allé tranquille, ça va, je connais. Alors, je suis tombé de haut. Pourquoi? Parce que je me repose trop sur mes lauriers. Parce que le pitch, même si à l'époque il est bon, avec la maturité, avec le recul, on peut trouver toujours 2-3 choses pour l'améliorer. Puis forcément, si on ne s'entraîne pas, on se rouille, on perd certains réflexes, on perd une manière d'articuler, une intonation,
des images, des idées qu'on donne, des gestes qui peuvent faire parler, qu'on perd, qu'on ne maîtrise plus. Et ce qui fait que le pitch que j'avais il y a 1 an était beaucoup plus efficace que celui que j'ai pu avoir il y a 2 mois. Alors qu'en 10 mois, on a progressé de fou, on a changé plein de choses, on a avancé sur beaucoup de points. Mais vu que c'est des nouveaux ingrédients que je n'ai pas forcément inclus dans mon pitch, que je n'ai pas forcément retravaillé, je n'ai pas pris le temps de me dire je continue à rester perfectionné, à chercher à m'améliorer, à me remettre en question, je me suis planté. Parce qu'en fait, ma vision des choses, c'était tant que moi je pense que je suis bon au pitch, je suis bon. Mais pas du tout. C'est pas ma vision qui compte, c'est la vision du gars qui m'écoute. Si le gars m'écoute, il dit ton pitch il est nul, c'est que mon pitch il est ou pas adapté ou effectivement qu'il est nul. Voilà. C'est jamais moi qui vais avoir raison. C'est important ça, pour soi, on pitch pour les autres. Ce que je vais te proposer, Fabien, on va glisser tout doucement, il est midi, donc c'est le moment de conclure et puis d'avoir un échange avec des questions. Donc on va déborder un petit peu. Fabien, tu m'as dit que tu pouvais déborder un petit peu, donc si tu es toujours d'accord, je t'invite à rester avec moi pour les questions-réponses. Comme ça, je réponds et puis si ça t'inspire, si tu as des idées, on répond ensemble aux questions. Pour conclure rapidement, parce qu'effectivement, je viens de dire qu'il fallait conclure, donc tant qu'à faire, autant essayer d'être exemplaire, même si, encore une fois, les slides me font défaut. Sébastien, est-ce que tu pourrais me laisser encore 30 petites secondes, s'il te plaît? Et bien sûr, je te laisse. Donc, ouais. Ah oui, 30 secondes. Les 30 secondes pour parler, je ferai tous les 30 secondes avant de réintervenir. Bien sûr, les 30 secondes, je te les laisse, Fabien. Non, juste pour reprendre reconclure le dernier point. En fait, aujourd'hui, on est distribué par Darty, par Boulanger. On a une trentaine de distributeurs. On a signé avec toutes les banques en France. On a levé au total 8 millions d'euros. On a des partenaires partout. On a vendu plus que ce qu'on comptait vendre sur 2020. Le 27 novembre, on a vendu plus que ce qu'on comptait vendre sur 2020 en 2 mois et demi. On a fait des résultats de fou. Aujourd'hui, on est en train de se tourner vers une nouvelle levée de fonds pour aller attaquer les marchés du Benelux, les marchés des Nordiques. Il y a plein d'opportunités qui sont à faire. On travaille sur la version 2, on travaille sur toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir, qui vont rendre le produit encore plus essentiel que ce qu'on peut déjà juger aujourd'hui. Et toutes ces étapes-là, on a pu y arriver aussi vite parce qu'on a su bien vendre nos idées, parce qu'on a su bien les présenter, qu'on a su attirer l'attention des bonnes personnes. Et je voulais profiter de ce truc pour te remercier publiquement parce que si on a fait ces grandes étapes-là, c'est aussi grâce à toi. Donc voilà, merci Seb pour tout ce que tu nous as apporté et du fond du cœur, merci. Je suis très content de pouvoir être la bague aujourd'hui. Écoute Fabien, je le reçois d'autant plus qu'effectivement, quand échanger avec toi, échanger avec Jérémy, c'est toujours plein de souvenirs. Et c'est génial d'avoir le sentiment d'avoir participé un peu à votre aventure avec le peu de temps qu'on a passé ensemble. Donc, merci beaucoup. Avant juste de répondre à vos questions, le pitch, vous l'avez entendu, il n'y a rien de magique. C'est pas les gens qui sont faits pour ça et les gens qui ne sont pas faits pour ça. Le pitch, c'est un truc très concret qui nécessite une méthode et du travail pour apprendre à créer le désir, apprendre à donner envie, donner d'en savoir plus, donner envie d'acheter, donner envie de prendre du temps. Et c'est ce qui va vous permettre de marquer la crédibilité dont vous avez besoin pour que les gens acceptent de vous suivre. Et comme l'a dit Fabien, il a beaucoup insisté dessus, c'est important, c'est vous outiller pour faire de chaque personne à qui vous vous adressez, que ce soit votre patron, un collègue, un partenaire ou un client, de faire de lui un ambassadeur potentiel de votre message. Si je reprends l'expression de Fabien que j'aime beaucoup, dites-vous toujours que vous êtes en train de pitcher Hermès, Hermès le messager. Vous n'imaginez pas toutes les bonnes idées que les gens auront pour vous une fois qu'ils auront envie de défendre, de raconter votre projet aux autres. Pour aller plus loin avec ça et maintenant se préparer à répondre aux questions, sachez que vous pouvez télécharger encore le point sur le pitch. On l'a sorti en fin d'année dernière, si je me souviens bien, il est toujours d'actualité. Tout ce que vous pouvez faire avec, 108 pages sur l'art d'être concis, comme on me l'a dit très tôt. Et je trouve que c'est une magnifique manière de pitcher le point sur le pitch qui vous aidera effectivement à trouver plein de cas concrets pour appliquer le pitch. On va déborder encore un petit peu de 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à rester un peu navré, mais bon, c'était passionnant et on s'est laissé un peu déborder. Fabien, je t'invite à me rejoindre. Cécile aussi. On va maintenant pouvoir répondre aux questions. Est-ce que tu as eu des questions, Cécile ? Les participants ont voté. La première, c'est plutôt une question pour toi, Fabien. On a demandé à savoir si tu pouvais en fait nous faire ton vrai pitch actuel. On voit justement à quel point il fonctionne. Oui. Comment tu le fais? Le pitch. Oui, bien sûr. Bonjour à tous.
C'est un peu fou ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais moi, je travaille dans une boîte qui va changer le monde. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes par rapport au paiement aujourd'hui. Tous les 10 000 euros qui sont dépensés avec une carte bancaire, il y en a 24 qui sont fraudés. Donc, si on prend l'exemple des Galeries Lafayette, qui brassent des millions d'euros, on atteint des montants de fraude qui sont incroyables. Et ce fléau, il touche les grands groupes comme les clients privés. Et ça, c'est pas du tout acceptable. L'argent a de la valeur que grâce à la liberté qu'il nous offre. Et on est convaincu que la sécurité et l'autonomie, c'est ce qui va nous mener à cette liberté. C'est pour ça qu'on a eu une idée, avoir un objet qui présente 3 points clés. La première, c'est qu'il puisse être tout le temps avec nous, donc qu'il soit autonome, qu'il n'ait pas de batterie ni de rechargement. La deuxième, c'est qu'il soit sécurisé, donc qu'on puisse le désactiver à distance si quelqu'un me prend la bague, et qu'il y ait également un système anti-fraude pour lutter contre les piratages des risques liés au sans contact. Le troisième, c'est que cet objet il soit élégant, que ce soit un bijou, donc qu'il y ait une signature. Et j'ai la fierté énorme de vous dire que le produit que je vais vous présenter, aujourd'hui, il a été dessiné par le plus grand designer contemporain, Philippe Starck. Vous avez donc devant vous la toute première bague de paiement à Eclipse by Starck. En conclusion, on a un bijou de technologie qui va permettre aux gens de sécuriser leur paiement et de leur donner du coup accès à la liberté. Donc, est-ce que par rapport à ce que je vous ai dit au final, c'est si fou de se dire qu'on va changer le monde juste avec une bague? C'est bien, merci beaucoup. Bravo. Alors, j'imagine qu'avec Cécile, qui est aussi maintenant bien formée à la méthode, a dû avoir le cerveau qui faisait « Oh, il y a tout !» J'ai compté les étapes. Ceux qui écoutaient, merci d'être plié à l'exercice. Merci d'avoir osé le défi et d'avoir posé la question. Et je trouve intéressant d'être un peu spectateur de ce que tu as fait, de voir qu'effectivement, l'exercice demande quelques secondes. Hein. On se dit, ah ouais, il faut que je me lance. Hein. Et qu'est-ce que d'un seul coup on se lance? C'est qu'on s'est entraîné, c'est qu'on sait faire, c'est qu'on l'a déjà fait, c'est qu'on a une structure et qu'à un moment donné, oui, on est pris à froid, oui, on n'était pas forcément préparé à ça. Et ça peut arriver à tout moment, sauf que d'un seul coup, parce que je sais que je suis prêt, mon cerveau s'enclenche et me permet de créer les conditions pour pouvoir raconter et embarquer cette histoire. Ce que je trouve très impressionnant, Fabien, parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu le pitch, c'est que alors qu'on t'attend, je ne sais pas si ça vous a fait ça pour vous qui l'avez entendu pour la première fois, même si on t'attend au tournant parce qu'on vient de te lancer le défi de nous pitcher, très rapidement, on oublie qu'on est en train de t'écouter. Parce que tu nous embarques dans un problème qu'on a rencontré, un problème qui nous concerne et qui concerne les autres, et tu mets, je trouve, magnifiquement en application tous les conseils qu'on te donne. Donc, merci et bravo à toi. Il faut remercier les professeurs, pour le coup. Moi, j'ai juste appliqué une méthode et j'ai travaillé. Donc, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de secret. Mais d'ailleurs, je veux bien qu'on fasse un petit débrief après coup, que tu me dises ce qu'il faudrait améliorer, tu vois, encore. Parce que Très bien, avec plaisir. Cécile, il y avait autre chose? Alors oui, on a plusieurs questions qui viennent d'arriver. Je pense que ton pitch a été très, très inspirant, du coup, Fabien. La première question de Thierry et de Soufiane qui se rejoignent plutôt, c'est, voilà, quand on pitch des interlocuteurs différents, est-ce qu'il faut préparer plusieurs pitchs, en particulier entre ceux qui sont pour un pitch, pour directement parler à ceux qui sont concernés et ceux qui sont éloignés du sujet comme des investisseurs? Moi, je pense qu'il faut avoir toujours un cœur, une structure à peu près similaire, évidemment, mais que l'introduction et la conclusion, c'est des choses qu'il faut pouvoir modifier suivant les personnes qu'on a en face pour qu'on puisse les adapter à la personne. C'est sûr qu'on ne peut pas sortir tout le temps le même texte parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans le même secteur. On ne s'adresse pas à un partenaire comme on s'adresse à un investisseur. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas des mêmes résultats qu'on veut avoir. Et il faut toujours, je pense, après Sébastien pourra l'expliquer peut-être mieux que moi, mais je dirais modifier l'introduction et la conclusion par rapport au type de personnes qu'on peut avoir en face de nous. Ouais, je souscris complètement ce que tu dis. Hein. Même quand tu parles du cœur du message, donc la fameuse promesse de changement qu'on porte, quelque part, il n'y a aucune raison que cette promesse change en fonction des gens qui vous écoutent. La promesse de changement que vous portez pour vous, pour les autres, pour le monde, n'a aucune raison d'être différente d'un interlocuteur à l'autre. C'est même ce qui va vous permettre, quand vous pitchez un investisseur et puis un ingénieur, un partenaire et un client, c'est ce qui va permettre, quand ces gens-là se croisent et que vous n'êtes pas là, de bien avoir en tête qu'ils parlent de la même chose. Donc oui, la promesse, elle a tout intérêt à être la même. C'est ce qui nous permet en plus d'avoir un pitch qui va davantage durer dans le temps. En revanche, effectivement, quel problème empêche mon public de dormir la nuit? En fonction de votre public, oui, le problème n'est pas tout à fait le même. Qu'est-ce qu'on y gagne en fonction du public? La réponse n'est pas tout à fait la même. Même si, dans la pratique, même s'il y a des variantes en fonction des gens à qui vous vous adressez, vous allez voir que plus vous creusez le problème et plus vous creusez les bénéfices, plus vous allez arriver à un pitch stable
qui est entendable et qui peut avoir un impact pour tous, un peu comme tu viens de le faire, Fabien. Autre question qui a d'ailleurs été beaucoup likée dans l'onglet questions, c'est celle de Marie-Christine qui demande comment faire un pitch par écrit quand on n'a pas l'occasion, par exemple, de rencontrer la personne. Eh bien, avec un clavier. Mais encore. Fabien, je vais te laisser répondre aussi pour savoir dans la pratique comment ça se passe. Après, techniquement, la structure de pitch et la méthode de pitch, la méthode de donner envie, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, la méthode est techniquement la même. Après, effectivement, quand on est à l'oral, la rhétorique va entrer en ligne de compte et surtout, j'ai envie de dire, l'éloquence va rentrer en ligne de compte, alors qu'effectivement, sur l'écrit, il y a plus un effet de style. Mais quand on parle aujourd'hui d'un truc qui est à la mode, qui est le copywriting, on parle ni plus ni moins que d'appliquer le pitch par écrit en peu de mots. Fabien, tu as un regard particulier là-dessus? Ça rejoint le fait de gagner du temps, d'exprimer une idée simple avec des mots simples qu'on puisse transférer, comprendre, lire le mail très facilement et évidemment donner envie. Alors sans forcément, voilà, tu as raison, c'est pas la rhétorique, elle est un peu différente. C'est pas on va pas finir en disant est-ce que vous aussi, ça vous pensez que c'est fou de changer le monde avec une bague? Et qui va dire ça, il va dire mais tu as allumé, tu as craqué, tu as fumé, enfin arrête. Mais de l'adapter vraiment à la situation de la personne et de lui présenter des avantages pour elle. De dire voilà, si on fait ensemble, on avance sur ces points, et là c'est bien. Et de conclure par des trucs d'attache comme classiques, du style vous êtes disponible tel jour ou tel quel jour vous préférez pour le rendez-vous. C'est des trucs un peu bateaux. Mais il faut garder cette structure, juste adapter les termes et le langage qu'on a, parce que c'est un texte qui va être lu et non pas qui va être écouté. Super. En question complémentaire, je ne sais pas si on en prend encore une ou deux. Ouais, vas-y, on prend encore une, on va voir, mais sur ouais. Alors, je vais prendre celle qui a récolté le plus de votes, alors, et c'est celle d'Axel, qui demande, voilà, en raisonnant par l'absurde, si tout le monde démarre son pitch sur l'item du changement, comment est-ce qu'on peut se différencier? C'est une excellente question. En fait, oui, le but du pitch, c'est de se différencier et on ne se différencie pas en disant comme tout le monde. J'entends souvent les conseils de il faut mettre des buzzwords dans son pitch. Donc en ce moment, on est intelligence artificielle, machine learning, crypto-monnaie, blockchain, tout ce qu'on veut. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'on ne se différencie pas en utilisant les mêmes mots que les autres, mais en leur donnant un sens à soi. En revanche, le dénominateur commun de tous ceux qui innovent, c'est de générer un changement pour les autres. Et donc, le dénominateur commun de tous les pitchs, c'est de rendre désirable le changement qu'on veut pour les autres. Après, à partir de là, on a une infinité de choix. Parce que ce changement, oui, il n'est utile que s'il résout un problème, mais quel est ce problème? En quoi il touche mon public? Quel risque il prend à ne pas le résoudre? Là, on est très spécifique. Je veux dire, plus on travaille et plus on le creuse, plus on va avoir un discours à soi, avec des prises de conscience à soi, avec un avis à soi. Comment notre idée apporte une solution à cette réponse? Quels sont les partis pris de succès? Qu'est-ce qui nous distingue? Quelles sont les convictions que l'on porte et qui font vivre et perdurer ce projet? Ça nous appartient et c'est spécifique. Et quand on fait ça, enfin, c'est ce qui est unique, qui est forcément différent des autres. Et au final, les avantages, qu'est-ce qu'on y gagne à se mettre en œuvre pour résoudre le changement? Les bénéfices qu'on va y apporter sont intimement liés à la solution que vous allez porter, au changement que vous allez générer. Et encore une fois, vous aurez un pitch unique. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'axe sur le changement qu'on a le même pitch que les autres. Non, c'est parce qu'on réalise qu'à chaque fois qu'on pitch, on conduit le changement, qu'on peut avoir une structure qui est pérenne, qui est efficace et surtout qui nous permet d'exprimer ce qu'on ressent, les convictions qui sont les nôtres, la sincérité qui est la nôtre et donc, du coup, travailler à faire un pitch unique. Fabien, tu veux réagir peut-être sur cette question et comment participer à… Effectivement, je comprends l'inquiétude d'avoir un pitch un peu formaté qui ressemble à ce que fait tout le monde, en fait. Tout est adaptable et certes, l'idée de changement, parfois, elle peut se ressembler avec autre chose, mais après, à vous de trouver les bons mots, les bons termes, d'utiliser les bons outils pour, même si c'est la même idée, de la présenter de manière différente et de faire en sorte que les gens la perçoivent. Même si vous dites je veux changer le monde, il y a tout le monde qui veut changer le monde, tout le monde. Mais comment tu t'y prends? Et avec quels moyens? Par quel levier? Et si on arrive à trouver les bons leviers et à employer les termes justes, on trouvera toujours un spectateur on trouvera toujours chez l'interlocuteur en face une petite fibre qui sera sensible et qu'on pourra activer pour que ça passe. Je suis très sensible et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je suis très sensible sur la distinction que tu viens de faire, d'avoir corrigé à la volée spectateur en interlocuteur. Pensez que globalement, que vous pitchiez en soirée à des potes, à des amis, à quelqu'un que vous rencontrez, à un investisseur ou un client potentiel,
quand vous vous adressez à du monde, ces gens ne sont jamais des spectateurs. Un pitch ne sera jamais un spectacle. Votre but est de participer à rendre désirable l'histoire du changement que votre idée va générer et d'inviter ceux qui vous écoutent à jouer un rôle dedans. Les gens qui vous écoutent sont des acteurs. Donc, je relève ton réflexe d'avoir transformé à la volée spectateur en interlocuteur parce que c'est ça le sujet. Comment on entraîne les gens dans l'histoire du changement qu'on veut pour soi et pour les autres. Fabien, encore, merci infiniment d'avoir été là. Ça m'a vraiment fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Merci à vous tous d'être restés. On a bien débordé encore une fois. Vous êtes nombreux à être restés jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à rester en contact avec nous. On va continuer à faire perdurer ces rendez-vous. Il faut que maintenant qu'on trouve un planning et un agenda de webinaire pour la rentrée. Mais je suis sûr que vous allez nous donner plein d'idées. Donc, à très vite. Merci encore à tous. Merci Fabien, merci Cécile. Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite d'avoir plein de formidables histoires à raconter.